Chapitre 9. Katsu devient femme de chambre. Quand Tommy s'était élancé sur la trace des deux hommes, Katsu avait dû se maîtriser de toutes ses forces pour s'empêcher de le suivre. Toutefois, elle se consola en pensant que jusqu'à présent, ses déductions avaient été brillamment confirmées par les événements. Les deux hommes, sans aucun doute, étaient sortis de l'appartement du deuxième étage. Et ce seul nom, Rita, avait suffi aux jeunes aventuriers pour retrouver une fois de plus la trace des ravisseurs de Jane Finn. Que faire maintenant? Katsu, par-dessus tout, détestait se débrouiller. Elle revint sur ses pas et rentra dans le hall de l'immeuble. Il n'était plus vide. Un petit liftier y polissait vigoureusement les poignées de cuivre de l'ascenseur, en sifflant la dernière scie de music hall, sans musicalité, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Il y avait en Katsu un élément de gaminerie qui lui permettait de se sentir immédiatement à son aise avec les jeunes gens de 13 ou 14 ans. Elle se dit qu'un allié dans le camp ennemi ne serait pas à mépriser, et demanda gaiement: « Alors, William, on a fait du bon boulot ?» Le liftier lui jeta un regard appréciateur et sourit, enchanté. « Albert, mademoiselle, corrigea-t-il. »« Va pour Albert, » dit Katsu. Elle jeta autour d'elle un regard mystérieux, destiné à éveiller la curiosité du liftier. Puis, se penchant vers lui, à voix basse: « 2 mots, Albert. » Albert lâcha la poignée et entr'ouvrit la bouche. « Voyez, savez-vous ce que c'est ?» D'un geste dramatique, elle rejeta le revers de son manteau et exposa un petit signe en émail. Il était peu probable qu'Albert sût ce qu'il représentait. Les projets de Katsu en auraient même souffert, car l'indice en question était celui d'une société sportive de Little Messender, où prêchait le pasteur Cowley. Katsu s'en était servi la veille pour épingler une fleur. Mais son regard perçant avait vu le coin d'un roman policier qui sortait de la bouche d'Albert, et elle choisit immédiatement cette tactique comme ayant le plus de chances de réussir. « Police américaine » souffla-t-elle. Albert tomba dans le siège. « Dieu !» murmura-t-il, extasié. Katsu lui cligna de l'œil, comme à un vieux camarade. « Vous devinez qui je traque, hein ?» Albert, retenant son souffle, interrogea. « Quelqu'un de la maison ?» Katsu fit un signe d'approbation et leva le pouce. « L'appartement du deuxième, la dame dite Vandmeyer. Haha, Vandmeyer. Une voleuse? Et quelle voleuse? Chez nous en Amérique, on l'appelle Rita la Rouge. »« Rita la Rouge ?» répéta Albert, dont l'enthousiasme devenait du délire. « C'est comme au cinéma !» C'était en effet du cinéma. Katsu était une fervente de films à épisodes. Annie a toujours dit que ce n'était pas grand-chose, continua Albert. « Qui est Annie ?» demanda négligemment Katsu. « Sa femme de chambre. Elle s'en va aujourd'hui. Mais elle m'a bien dit des fois, ça ne m'étonnerait pas, Albert, si la police arrivait chez elle un de ces jours. Ma parole, elle a dit ça. Mais une chouette femme quand même, hein ?»« Pas mal, » admit Katsu, « pas mal. Ça la sert d'ailleurs. À propos, porte-t-elle des émeraudes? » « Ces pierres vertes? Mais oui, je crois qu'elle les porte. C'est ce que nous cherchons. Vous avez entendu parler du vieux Rysdale ?» Albert secoua négativement la tête. « Allons donc. Peter B. Rysdale, le roi du pétrole. Je crois que j'en ai entendu parler quelque part. C'est à lui qu'appartiennent les pierres. La plus belle collection d'émeraudes du monde. Elle vaut $1 million. »« Vrai ?» Albert ne pouvait plus se contenir. « C'est plus beau que du cinéma !» Katsu sourit, flatté du succès de ses efforts. « Ce n'est pas encore tout à fait prouvé, mais cette fois je crois que nous la tenons. » Albert émit un son inarticulé. Ses yeux brillaient. « Mais pas un mot de tout cela, mon petit. »« À personne, » ajouta impérieusement Katsu. « Je n'aurais même pas dû vous en parler. Mais nous autres Américaines,
Nous savons reconnaître les chic types. Vous pouvez être sûr de moi, jura Albert. Puis-je vous aider en quelque chose? Filer la voleuse quand elle sort? Katsu fit mine de réfléchir, puis secoua la tête. Pas en ce moment, mais quand il le faudra, j'aurai recours à vous. En attendant, dites-moi pourquoi cette femme de chambre s'en va. Annie? Elle a eu une prise de bec avec la patronne. Comme dit Annie, une domestique, maintenant c'est quelqu'un. Et il ne faut pas qu'on lui marche sur les pieds. Si Annie prévient les autres, au bureau de placement, la patronne n'en trouvera pas si facilement. Tu crois ça? Dit Katsu, pensive. Et si... Une idée germait dans son cerveau. Elle réfléchit quelques instants, puis, tapant Albert sur l'épaule, « Dites donc, mon petit, si vous disiez là-haut que vous avez une jeune cousine ou amie qui pourrait lui convenir, vous saisissez? » Je comprends que je saisis. Fiez-vous à moi, vous aurez la place. Brave gosse. Vous pouvez lui dire que je suis prête à commencer n'importe quand. Écrivez-moi, et si c'est OK, je serai là demain matin à 11h. Où dois-je écrire? Au Ritz, répliqua laconiquement Katsu. Miss Cowley. Albert lui jeta un regard anxieux. Ils doivent être bien payés, les détectives. Pour sûr, surtout quand c'est le vieux Rysdale qui casque. Mais ne t'en fais pas, mon petit. Si l'affaire marche, on pensera à toi. Là-dessus, elle se sépara de son nouvel allié et quitta South Audley Mansions très satisfaite de sa matinée. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Elle rentra directement au Ritz et écrivit quelques mots à M. Carter. Après avoir envoyé sa lettre, voyant que Tommy ne rentrait pas, ce qui ne l'étonna guère, elle se rendit dans les grands magasins. Ses emplettes lui prirent tout son après-midi, avec un bel intervalle pour le thé, richement accompagné de choux à la crème. Après sa tournée dans les établissements de second ordre, elle finit sa journée chez un coiffeur. Maintenant, dans la solitude de sa chambre à coucher, elle déballa ses achats. 5 minutes plus tard, elle souriait dans le miroir à une jolie blonde. Elle avait légèrement modifié au crayon la ligne de ses sourcils, ce qui, allié à la profusion de boucles blondes, lui faisait une figure toute neuve. Même par Whittington, elle était sûre de n'être pas reconnue. Elle porterait des talonnettes très hautes, et le tablier ajouté à la coiffe de femme de chambre achèverait le déguisement. Elle savait par expérience que les malades souvent ne reconnaissent pas leurs infirmières quand elle n'est plus en tenue. Oui, dit Katsu gracieusement à son reflet dans le miroir. Vous ferez l'affaire. Là-dessus, elle se débarrassa de ses boucles blondes et reprit son aspect normal. Le dîner fut solitaire. Katsu fut un peu surprise de ne pas voir apparaître Tommy. Julius, lui aussi, était absent, ce qui l'étonnait moins. Les jeunes aventuriers étaient habitués à le voir disparaître et n'auraient pas été surpris qu'il était parti sans prévenir pour Constantinople ou avait pris subitement l'avion pour les Indes, espérant y découvrir les traces de sa cousine disparue. L'énergique jeune homme avait réussi à rendre la vie insupportable à tous les employés de Scotland Yard et de la préfecture. Il avait passé 3 heures à Paris et en était revenu imbu de l'idée, soufflée peut-être par quelques fonctionnaires français, fatigués de sa présence, que la clé du mystère était en Irlande, où avaient débarqué les survivants du naufrage. Pour se consoler de sa solitude, Miss Cowley, confortablement installée dans son lit, fuma des cigarettes en lisant Carnaby Williams, le détective de 15 ans, qu'elle avait acheté un jour, ainsi que plusieurs autres œuvres du même genre, à 3 pence le volume. Elle sentait qu'avant d'aborder à nouveau Albert, il fallait se mettre dans l'atmosphère. Le courrier du matin apporta une lettre de M. Carter. « Chère Miss Katsu, vous avez fait un start magnifique et je vous félicite. Néanmoins, il est de mon devoir d'attirer votre attention sur les risques que vous courez et qui sont considérables. Ces gens ne connaissent pas la pitié. Je crois que vous sous-estimez le danger et je vous avertis de nouveau.
que je ne puis vous promettre ma protection. Vous nous avez procuré des renseignements précieux, et si vous décidez de vous retirer de l'affaire, personne ne vous blâmera. En tout cas, réfléchissez avant de vous décider. Si, en dépit de mes avertissements, vous décidez de réaliser votre plan, votre vie est tracée. Vous avez servi pendant 2 ans chez Miss Dufferin au parsonnage, la Nelly, et Madame Vandermeyer peut lui demander une référence. Me sera-t-il permis de vous donner un conseil? Tenez-vous aussi près que possible de la vérité. Les risques en seront diminués. Présentez-vous comme ce que vous êtes, une infirmière qui chôme et qui se décide, faute d'emploi, à devenir femme de chambre. Vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Cela suffira à expliquer certaines manières ou intonations qui pourraient autrement provoquer des soupçons. Quelle que soit votre décision, bonne chance. Votre ami sincère, Carter. Katsu se sentit débordé de joie. Les avertissements de M. Carter furent rejetés avec un haussement d'épaule. La jeune fille était beaucoup trop sûre d'elle-même pour y prêter attention. Avec un soupir, elle renonça au rôle intéressant qu'elle s'était apprêtée à jouer. Elle avait trop de bon sens pour ne pas reconnaître la justesse des arguments de M. Carter sous ce rapport. De Tommy, rien. Mais le courrier du matin apporta une carte postale, un peu sale avec des lettres OK, griffonnées au revers. À 10h30, Katsu sortait du Ritz avec une vieille valise démocratique dont elle rougissait devant le chasseur. Elle prit un taxi jusqu'à la gare de Paddington, entra dans un lavatory, en ressortit transformée, mit sa valise en consigne et prit un autobus. À 11h05, elle rejoignit à South Audley Mansions Albert, qui ne la reconnut pas immédiatement, mais dont l'admiration, quand il sut que c'était elle, fut sans borne. Pour une artiste, vous êtes une artiste. J'aurais juré que je ne vous avais jamais vu. Ça me fait plaisir, Albert, répondit modestement Katsu. À propos, suis-je votre cousine? Et votre voix donc, s'écria le gamin. Vous avez perdu tout à coup votre accent américain. Non, j'ai dit qu'un ami à moi avait une sœur. Annie n'était pas contente. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui pour rendre service, a-t-elle dit. Mais en réalité, c'est pour vous monter contre la patronne. En effet, quand elle annonça à la jeune femme qui lui ouvrit la porte, « Je viens pour la place », l'autre répondit sans hésitation, « C'est une place à déconseiller. La guenon se mêle de tout. Dire qu'elle m'a accusé de lire ses lettres, comme s'il y en avait dans le panier. Elle les brûle toujours elle-même. Drôle de créature. Bien nippée, mais on ne sait pas d'où ça vient. La cuisinière en sait des choses sur elle, mais elle n'ose pas les dire. Elle a une peur folle de la guenon, et soupçonneuse avec ça. Dès qu'on parle à un gars, Katsu ne connut jamais la suite, car une voix claire au timbre métallique cria « Annie ?» La jeune femme sursauta, comme si elle avait été prise en flagrant délit. « Madame, à qui parlez-vous » ? « C'est la jeune personne au sujet de la place, madame. » « Faites-la entrer immédiatement. »« Bien, madame. » Katsu fut priée d'entrer dans une des pièces donnant sur le long couloir à droite. Une femme se tenait debout près de la cheminée. Elle n'était plus de la première jeunesse et son visage, quand on le regardait de près, était flétri et durci. Jadis, elle avait dû être éblouissante. Ses cheveux d'or pâle, dont la teinte n'était pas entièrement naturelle, ombraient des yeux d'un bleu électrique, au regard terriblement perçant. Sa silhouette exquise était mise en valeur par un admirable peignoir de crêpe georgette, bleu outre-mer. Mais en dépit de sa grâce ondoyante, on se sentait, en sa présence, pris dans une sorte de piège métallique. Pour la première fois, Katsu eut peur. Elle n'avait pas craint Whittington, mais cette femme était différente. Comme fascinée, elle contemplait la courbe éclatante de cette bouche fine et cruelle. L'avertissement de M. Carter lui revint à la mémoire. En effet, celle-là n'aurait pas de pitié.
Luttant de toutes ses forces contre l'accès de panique qui l'aurait fait fuir sans se retourner, Katsu soutint fermement et respectueusement l'examen de madame Vandemeyer. Cette dernière parut satisfaite et lui indiqua un siège. « Asseyez-vous. Comment avez-vous su que je cherchais une femme de chambre ?»« Par mon frère, qui est ami de votre liftier, madame. Il a cru que je pourrais vous convenir. » Le regard aigu de madame Vandemeyer parut la transpercer. « Vous parlez en fille instruite ? Je suis infirmière, madame. J'ai été congédiée à la suite de la crise économique. J'ai été garde pendant 2 ans chez Miss Dufferin. » En donnant les autres détails de sa carrière imaginaire, Katsu crut voir se fondre peu à peu la méfiance de madame Vandemeyer. « C'est bien. Vous aurez chez moi 60 livres. Ce sont des appointements très élevés, pourvu que vous fassiez mon affaire. Pouvez-vous commencer aujourd'hui même ? » ?»« Oui, madame. Ma valise est là, à la gare de Paddington. » »« Rapportez-la en taxi. Vous verrez, c'est une place facile. Je sors beaucoup. À propos, comment vous appelez-vous ? » ?»« Prudence Cooper, madame. »« Bien, Prudence. Vous pouvez aller chercher votre valise. Je ne serai pas là pour le déjeuner. La cuisinière vous mettra au courant. »« Merci, madame. » Katsu se retira. Annie avait disparu. Dans le hall, un concierge majestueux avait relégué à l'arrière-plan le petit Albert. Katsu ne lui jeta pas même un regard lorsqu'elle sortit humblement. L'aventure était commencée, mais Katsu se sentait un peu moins sûre d'elle que dans la matinée. Elle songeait à Jane Finn. Si elle était tombée entre les mains de madame Rita Vandemeyer, son sort n'était pas enviable. Chapitre 10. Sir James Peel Edgerton entre en scène. Katsu s'acquitta consciencieusement des nouvelles fonctions qui lui étaient attribuées. Les filles du pasteur connaissaient à fond tout ce qui avait trait au ménage. Plus d'une fois, elles avaient dressé une nouvelle, avec le résultat que la nouvelle, dès qu'elle était dressée, les quittait pour une autre place, mieux rémunérée, que ne le permettait la maigre bourse pastorale. Katsu ne craignait donc rien sous ce rapport. Elle tâchait de s'attirer la sympathie de la cuisinière. Cette dernière avait évidemment peur de sa maîtresse. Elle était un cordon bleu accompli, comme Katsu eut l'occasion de s'en convaincre le soir même. Madame Vandemeyer attendait un invité à dîner, et Katsu avait mis le couvert pour 2. La porcelaine et l'argenterie étaient fort belles. Serait-ce Whittington ? Bien qu'elle fût sûre de ne pas être reconnue, elle aurait préféré un étranger. À 8 heures environ, la sonnette retentit, et Katsu, le cœur battant, alla ouvrir. Elle fut heureuse de voir le deuxième des hommes que Tommy s'était mis en devoir de filer. Il se fit annoncer sous le nom de Stepanov. Madame Vandemeyer se leva avec un sourire ravi. « Enfin vous revoir, cher Boris Ivanovitch. C'est un bonheur pour moi, madame. » Il se pencha sur sa main. Katsu réintégra la cuisine. « Qui est ce monsieur Stepanov ?» demanda-t-elle à la cuisinière, affectant une franche curiosité. « Un Russe, je crois. »« Il vient souvent ?»« De temps en temps. Pourquoi me demandez-vous cela ? » ?»« Je croyais qu'il en pinçait peut-être pour la patronne, c'est tout. » Et elle ajouta en faisant mine d'être offensée. « Faut pas m'en vouloir pour ça. »« Sans rancune, ma petite, » répliqua la cuisinière. « Je suis un peu inquiète à cause du soufflet. »« Toi, tu sais quelque chose, » constata intérieurement Katsu. Mais à voix haute, elle dit seulement « Faut-il déjà que je serve ?» En servant à table, Katsu écouta attentivement tout ce qui se disait. Elle se rappelait que cet homme était un des ceux filés par Tommy. Déjà, sans vouloir encore l'admettre, elle était inquiète pour ce dernier. Où était-il ? Pourquoi n'avait-il pas écrit ou téléphoné ? Avant de quitter le Ritz, elle s'était arrangée pour que toutes les lettres ou messages soient transmis à un petit bureau de tabac voisin où Albert se rendrait souvent. Il est vrai qu'elle ne s'était séparée de Tommy que la veille au matin et qu'il était absurde de s'inquiéter. Cependant, cette absence de nouvelles ne laissait pas d'être singulière. Mais bien qu'elle écoutât de toutes ses oreilles, l'entretien ne donnait prise à aucun soupçon.
Boris et madame Vandermeyer parlaient de spectacles, de potins, de mode. Après dîner, ils se retirèrent dans le petit boudoir où madame Vandermeyer, étendue sur le divan, semblait plus dangereusement belle que de coutume. Katsu apporta le café et les liqueurs et se retira. En refermant la porte, elle entendit Boris demander « Nouvelle, n'est-ce pas ?» Aujourd'hui seulement. L'autre était affreuse. Celle-ci paraît bien. Katsu s'arrêta un instant près de la porte, qu'elle avait soigneusement évité de fermer entièrement, et entendit le Russe dire « Est-elle sûre ?»« Vraiment, Boris, vous êtes absurdement méfiant. Je crois qu'elle est la cousine du lifty ou quelque chose comme ça. Personne ne se doute de mes relations avec notre ami commun, Monsieur Brown. Pour l'amour du ciel, Rita, soyez prudente, cette porte n'est pas fermée. »« Fermez-la alors !» Katsu s'éloigna vivement. Elle n'osa pas s'absenter trop longtemps de la cuisine et revint laver la vaisselle, ce qu'elle fit très rapidement. Puis elle se glissa de nouveau vers le boudoir. La cuisinière, plus lente, était encore occupée dans la cuisine et la croyait en train de préparer les lits. Hélas, l'entretien était mené à voix trop basse pour qu'elle pût entendre quelque chose. Elle n'osa pas essayer de rouvrir la porte, même doucement, car madame Vandermeyer était assise presque en face, et Katsu craignait les yeux de lynx de sa maîtresse. Néanmoins, elle était décidée à écouter la conversation. Peut-être, s'il s'était produit des événements imprévus, parlerait-on de Tommy. Elle réfléchit désespérément. Puis une idée lui vint. Elle traversa vivement le couloir et entra dans la chambre à coucher de madame Vandermeyer, dont les fenêtres donnaient sur un grand balcon qui longeait tout l'appartement. Se glissant par la fenêtre, elle parvint sur la pointe des pieds jusqu'à la fenêtre du boudoir, qui était entr'ouverte et laissait clairement filtrer les voix. Katsu écouta attentivement, mais il n'était pas question de Tommy. Madame Vandermeyer et le Russe semblaient se quereller, et finalement ce dernier s'exclama, amer. « Votre audace folle finira par nous perdre. » Bah, une publicité bien comprise est le meilleur moyen d'éviter les soupçons. Vous vous en rendrez compte un de ces jours, peut-être plus tôt que vous ne pensez. En attendant, vous sortez tous les soirs ou presque avec Peel Edgerton. Ce n'est pas seulement le plus célèbre avocat d'Angleterre, mais aussi un des meilleurs criminologistes de l'époque. C'est de la pure folie. Je sais que son éloquence a sauvé plus d'un homme de la potence, dit tranquillement madame Vandermeyer. Et puis après, peut-être me sera-t-il utile un jour, précisément dans ce domaine. C'est bien ce qu'on pourrait appeler un ami à la cour. Boris se mit à marcher de long en large. Il était très nerveux. Vous êtes une femme intelligente, Rita, mais vous êtes folle. Écoutez-moi et renoncez à Peel Edgerton. Ma foi, non. Vous refusez? Il y avait une menace dans la voix du Russe. Je refuse. Alors nous verrons qui. Vous oubliez, Boris, qu'un seul homme a le droit de me donner des ordres. Monsieur Brown. Vous êtes impossible, Rita. Impossible. Il est peut-être déjà trop tard. On dit que Peel Edgerton flaire les criminels. Pourquoi tout à coup s'intéresse-t-il à vous? Ses soupçons sont peut-être éveillés. Il devine. Rassurez-vous, mon cher Boris, il ne se doute de rien. Malgré votre galanterie habituelle, vous semblez oublier que l'on veut bien me trouver belle. C'est ce qui intéresse Peel Edgerton. Il a étudié la criminologie comme aucun autre en Angleterre. Vous croyez pouvoir le tromper? Cela m'amuserait. Bon Dieu, écoutez, Rita. D'ailleurs, ajouta madame Vandermeyer, il est follement riche, et je ne suis pas de celles qui méprisent l'argent. L'argent, l'argent, là est le danger, Rita. Je crois que vous vendriez votre âme pour de l'argent. Je crois... Il s'arrêta un instant, puis, à voix basse, d'un ton sinistre, je crois que vous nous vendriez aussi. Elle se mit à rire. Le prix devrait être trop élevé. Il n'y aurait qu'un milliardaire pour le payer. Alors, vous avouez? Mon cher, ne comprenez-vous pas la plaisanterie? Vous avez une singulière façon de plaisanter. Ne nous querellons pas, mon ami. Sonnez, je voudrais un cocktail. Katsu battit en retraite.
Elle s'arrêta un instant devant la glace pour vérifier sa coiffure, puis se présenta, la mine candide, dans le boudoir, en réponse au coup de sonnette. La conversation qu'elle venait d'entendre, bien qu'intéressante, puisqu'elle prouvait la complicité de Rita et de Boris, ne jetait aucun rayon de lumière sur les questions essentielles. Le nom de Jane Finn n'avait même pas été prononcé. Le lendemain, quelques mots échangés avec Albert l'informèrent qu'au bureau de tabac, il n'y avait rien pour elle. Une main glacée sembla comprimer son cœur. Il était incroyable que Tommy n'eût rien laissé pour elle. Et si... Mais il fallait faire des recherches. Elle profita d'une offre de Madame Vandermeyer. « Quel est généralement votre jour de sortie, Prudence ?»« Le vendredi, madame. »« Et nous sommes vendredi aujourd'hui. Et puisque vous n'êtes entrée qu'hier, vous n'avez guère besoin de sortir aujourd'hui. » Je me demandais justement si madame me permettrait de sortir quand même. Madame Vandermeyer la regarda pendant un moment et sourit. « Je voudrais que Stepanov vous entendît. Il a fait des suppositions sur vous hier soir, mais votre requête est tout à fait acceptable. Je suis contente. Allons, tout cela ne vous regarde pas. Vous pouvez sortir aujourd'hui, ça m'est égal, puisque je dîne dehors. » « Merci, madame. » Katsu se sentit soulagée. Une fois hors de présence, il fallait l'avouer, elle avait peur. Horriblement peur de la belle Rita et de son regard cruel. Elle était en train de polir l'argenterie quand la sonnette retentit. Cette fois, ce n'était ni Whittington ni Boris, mais un homme d'aspect frappant. Bien que de taille moyenne, il paraissait grand. Son visage rasé, extraordinairement mobile, avait une expression surprenante de force et de puissance. Il semblait imprégné de magnétisme. Katsu le prit d'abord pour un acteur, mais un instant après, il lui donna son nom, Sir James Peel Edgerton. Elle le regarda avec un intérêt redoublé. C'était donc le fameux maître connu de toute l'Angleterre. Elle avait entendu dire qu'un jour il deviendrait Premier ministre. En attendant, il avait refusé tout poste d'État pour pouvoir librement exercer sa profession et siéger simplement comme député au Parlement. Katsu s'en alla pensive, dans sa cuisine. Le grand homme lui avait fait une impression profonde. Elle comprenait l'inquiétude de Boris. Il ne devait pas être facile de duper Peel Edgerton. Un quart d'heure après, la sonnette retentit de nouveau, et Katsu se rendit dans le vestibule pour aider le visiteur à remettre ce par-dessus. Elle sentait qu'il la fouillait du regard. Au moment où elle lui ouvrit la porte, il s'arrêta sur le seuil. « Il n'y a pas longtemps que vous faites ce métier, n'est-ce pas, petite ?» Katsu leva les yeux étonnés. Il y avait dans le regard de Sir James de la bienveillance, et autre chose encore, plus difficile à déchiffrer. Il fit un signe affirmatif de la tête, comme si elle lui avait répondu. « Infirmière sans travail, n'est-ce pas ?»« Est-ce Madame Vandermeyer qui vous l'a dit, monsieur ?»« Non, mon enfant, c'est votre visage qui me l'a dit. Est-ce une bonne place ici ?»« Très bonne, merci, monsieur. »« Mais il y en a d'autres aussi bonnes. Vous savez, un changement quelquefois ne fait pas de mal. »« Vous voulez dire, monsieur ?» commença Katsu. Mais Sir James était déjà sur le seuil. Il se retourna pour lui jeter son regard bienveillant et scrutateur. « Une simple indication, mon enfant, rien d'autre. » Katsu retourna à la cuisine, encore plus pensive. Chapitre 11. L'histoire de Julius. Profitant du jour de sortie octroyé par sa maîtresse, Katsu se dirigea immédiatement vers le Ritz pour s'enquérir de Tommy. On était absolument sans nouvelles. En revanche, Julius était là. Il courut à sa rencontre avec sa vivacité coutumière, mais en boitant légèrement. Avant d'avoir pris le temps de poser une question, il tempêta. « Voyons, Miss Katsu, est-il possible que ces idiots au bureau de l'hôtel aient raison et que Beresford ne soit pas revenu depuis mercredi? Vous ne savez donc pas où il est? »« Moi? Comment le saurais-je? Je lui ai télégraphié hier matin et je n'ai reçu aucune réponse. Je pense que votre dépêche doit être au bureau et que personne ne l'a prise. Mais où est-il? Je n'en sais rien. J'espérais que vous seriez au courant. Je vous dis que je n'ai rien eu de lui depuis que nous nous sommes séparés mercredi à la gare. »« Quelle gare? »« Waterloo. Ne vous l'a-t-il pas dit? »« Mais non, puisque je ne l'ai pas vu depuis. »
Et que faisiez-vous à Waterloo? Il m'a téléphoné pour me dire de le rejoindre. Il filait 2 bandits. Ah, maintenant je comprends. Continuez. Eh bien, je me suis débrouillé. Je suis arrivé à temps à la gare et Beresford m'a désigné les brigands. Lui est resté pour suivre le petit et il m'a envoyé, moi, filer le grand. Celui que vous avez roulé. Il m'a fourré un ticket dans la main et il m'a dit de monter dans le train. Je l'ai fait. Julius s'arrêta. J'étais sûr que vous étiez au courant de tout. Julius, dit fermement Katsu. Cessez de vous promener comme ça de long en large. Ça me rend nerveuse. Asseyez-vous dans ce fauteuil et racontez-moi toute l'histoire, en usant le moins possible d'abréviations à l'américaine. Monsieur Hersheimer obéit. Bien, dit-il. Par où dois-je commencer? Par Waterloo. Parfait. Eh bien, je montais dans un compartiment de première, dans un de ces braves petits trains anglais qui marchent sans se presser et qui se mettaient juste en mouvement. Premièrement, un contrôleur vint m'informer poliment que je n'étais pas dans un wagon de fumeurs. Je lui donnai un demi-dollar et il n'en fut plus question. Je me promenai un peu dans le couloir et j'aperçus Whittington installé dans le compartiment voisin. Quand je vis ce coquin de près, avec sa face grasse, et que je pensais à la pauvre petite Jeanne qui est entre ses griffes, ma foi, je regrettais de ne pas avoir mon revolver sur moi. Nous arrivâmes all right à Bournemouth. Whittington prit une voiture et donna le nom d'un hôtel. Moi de même. Il prit une chambre, je suivis son exemple. Jusque-là, tout allait bien. Il n'avait pas le moindre soupçon. Jusqu'au dîner, il resta dans le hall de l'hôtel, à lire des journaux. Je pensais même à un certain moment qu'il était venu simplement pour son plaisir et pas pour le business. Mais bientôt je m'aperçus qu'il ne s'était pas changé pour le dîner, bien que l'hôtel fût des plus élégants. Donc il comptait encore sortir. En effet, à 9 heures, il prit une voiture, traversa la ville, joli petit endroit, il faut que je le fasse voir à Jane quand je la retrouverai, puis paya le chauffeur à l'entrée d'un bois de pin, puis continua à pied le long du bois, par la route. Moi aussi, à une distance respectueuse. Nous marchâmes à peu près une demi-heure. Au commencement, il y avait beaucoup de villas, mais peu à peu, elles devinrent plus rares. Finalement, nous arrivâmes à la dernière, après laquelle il n'y avait plus que la forêt, une grande maison, tout entourée de pins. C'était une nuit noire, sans lune, je ne le voyais même pas, mais j'entendais le bruit de ses pas. Je devais me tenir alerté, pour qu'il ne s'aperçût pas qu'il était suivi. Je m'arrêtai à un tournant, juste à temps pour le voir sonner à la porte et entrer dans la maison. Je m'arrêtai et attendis. Il commença à pleuvoir, et bientôt je fus trempé jusqu'aux os. Avec ça, il faisait un froid de canard. Whittington ne sortait pas, et peu à peu je commençai à m'ennuyer, et j'examinai les lieux. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient fermées, mais au premier étage, la maison en avait 2, je remarquai une fenêtre illuminée, et dont les rideaux n'étaient pas fermés. Juste en face de cette fenêtre se trouvait un grand arbre. Il n'était qu'à 30 pieds de la maison. Et je me dis que si j'y grimpais, je verrais peut-être ce qui se passait à l'intérieur. Et évidemment, je n'avais aucune raison de supposer que Whittington fût dans cette chambre, plutôt que dans une autre. Mais il y avait une chance sur 100, et d'ailleurs, ça me donnait sur les nerfs de rester à attendre sous la pluie. Mieux valait n'importe quoi que de ne rien faire. Donc, à la besogne. Mais la chose n'était pas si facile. La pluie m'avait un peu ankylosé et j'eus grand-peine à réussir l'ascension. Peu à peu, cependant, je me débrouillais. Et je me trouvais enfin au niveau de la chambre. La déception. J'étais trop à gauche. Tout ce que je voyais, c'était un bout de rideau et 1 mètre de tenture jaune. J'allais battre en retraite quand tout à coup, quelqu'un fit un mouvement dans la chambre et projeta son ombre sur mon bout de mur. Et sapristi, c'était Whittington. Mon sang bouillonna. Il me fallait à tout prix voir ce qui se passait dans la chambre. Mais comment? Il y avait une grande branche qui atteignait presque la fenêtre. Porterait-elle mon poids? Je décidai de risquer. Prudemment, centimètre par centimètre, je rampais le long de la branche. Elle craquait et se balançait désagréablement, mais finalement j'arrivai au bout, sain et sauf. La chambre était très propre, presque nue, au décor d'hôpital.
Il y avait une table avec une lampe au milieu de la pièce. Et assis à cette table, en face de moi, Whittington. Il parlait à une femme vêtue en infirmière qui me tournait le dos. Les stores étaient levés, mais la fenêtre elle-même était fermée, et je ne pouvais pas entendre un seul mot. Whittington parlait avec irritation. Une ou deux fois, il donna un coup de poing sur la table. La pluie avait cessé et le ciel s'éclaircissait rapidement. Il semblait être parvenu au bout de son rouleau. Il se leva, elle aussi. Puis il se tourna vers la fenêtre et demanda, je ne sais quoi, probablement s'il pleuvait encore. Elle s'approcha et regarda par la fenêtre. Juste à ce moment, la lune sortit des nuages. Effrayé d'être vu, car j'étais en plein rayon de lune, je fis un mouvement en arrière. C'en était trop pour cette vieille branche. Avec un bruit de tous les diables, elle dégringola, et M. Julius Hersheimer avec elle. « Oh, Julius !» s'exclama Katsu. « C'est un vrai roman. Continuez. » J'eus la chance de tomber sur un bon lit de terre amoncelé, ce qui ne m'empêcha pas de perdre bêtement connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je me réveillais dans un lit avec une infirmière à côté de moi, pas celle de Whittington, et un petit bonhomme à la barbiche noire et aux lorgnons dorés, qui portait inscrite sur le visage sa profession de médecin. Il se frotta les mains et dit « Ah, voilà notre jeune homme, qui revient à lui. Parfait, parfait. » Je fis le bluff habituel. Qu'est-il arrivé? Où suis-je? En réalité, je m'en étais déjà très bien rendu compte. Le bonhomme fit signe à l'infirmière qui sortit, non sans avoir jeté un regard de curiosité. J'essayai de me redresser dans mon lit, mais ma jambe droite me fit esquisser une grimace. « Un bobo à la cheville, » expliqua le docteur. « Rien de sérieux, dans 2 jours vous serez vous-même. »« J'avais remarqué que vous boitiez, » interrompit Katsu. Julius continua. Je demandai de nouveau. « Comment est-ce arrivé ?» Il répliqua sèchement. « Vous êtes tombé avec une partie considérable d'un de mes arbres, dans un de mes plus beaux parterres de fleurs. » Le bonhomme me plaisait, il avait le sens de l'humour. Je sentais que lui, au moins, était franc comme l'or. « Écoutez, docteur, dis-je, je suis désolé d'avoir écrasé vos plates-bandes et je vous dois une compensation. Mais vous voudriez peut-être savoir ce que je faisais dans votre jardin ?» « En effet, répondit-il, une explication me paraîtrait indique. Eh bien, avant tout, ce n'était pas vos cuillères d'argent que je convoitais. » Il sourit. « C'est l'idée qui m'était venue tout d'abord, mais j'eus bientôt fait de changer d'avis. À propos, vous êtes américain, n'est-ce pas? » Je me nommai. « Et vous? » « Je suis le docteur Hall, et ceci, comme vous le savez sûrement, est la maison de santé que je dirige. » Je ne le savais pas, mais je n'en fis rien savoir. Je lui étais secrètement reconnaissant pour le renseignement. Je sentais qu'il était honnête, mais je ne voulais pas tout lui dire. Primo, il ne m'aurait pas cru. Je lui servis donc une histoire forgée de toutes pièces. Jeune fille adorée, tuteur sévère, crise de nerfs, départ. Et finalement, j'expliquai que j'avais cru la reconnaître parmi ces malades, d'où mes aventures nocturnes. C'était précisément le genre d'histoire auquel il s'attendait. « Un vrai roman, dit-il avec bienveillance, quand j'eus fini. « Maintenant, docteur, dis-je, serez-vous franc envers moi? Avez-vous ou avez-vous eu parmi vos malades une jeune fille du nom de Jane Finn ?» Il répéta plusieurs fois le nom. « Jane Finn, non. » « Vous êtes sûr? » »« Absolument certain. Monsieur Hersheimer, c'est un nom assez singulier, et je m'en serais souvenu. »« Tant pis, dis-je. Maintenant autre chose. En grimpant sur cette maudite branche, j'ai cru reconnaître un vieil ami qui parlait à une de vos infirmières, Monsieur Whittington. Peut-être. C'est bien cela, dis-je. Que fait-il ici? Vous n'allez pas me dire qu'il a une maladie nerveuse, lui? Le docteur Hall se mit à rire. Oh non, il est venu voir une de mes infirmières, la nurse Edith, qui est ma nièce. Tiens, est-il encore là? Non, il est reparti en ville. Quel dommage. Mais peut-être pourrais-je parler à sa nièce? Elle est également repartie ce soir avec une malade. Je n'ai vraiment pas de chance. Avez-vous l'adresse de M. Whittington en ville?
J'aimerais le voir quand j'y reviendrai. Non, mais je peux écrire à Nurse Edith si vous voulez. Je le remercie. À propos, ne lui dites pas de la part de qui. J'aimerais lui faire une surprise. C'était tout ce que je pouvais faire pour le moment. Après cela, j'envoyai une dépêche à Beresford, lui disant que je m'étais foulé le pied et qu'il vienne me voir, s'il n'avait rien de mieux à faire. Il ne me répondit pas. Je restai seul, et mon pied m'a permis de quitter le brave docteur ce matin. Dis donc, Miss Katsu, pourquoi êtes-vous si pâle? C'est à cause de Tommy, dit Katsu. Qu'a-t-il pu lui arriver? Courage, je suis sûr qu'il est all right. Le bandit qui l'a suivi était un étranger. Peut-être sont-ils partis en Pologne ou en Russie, que sais-je. Mais sans passeport, c'est impossible. D'ailleurs, j'ai vu cet homme depuis. Il s'appelle Boris Stepanov. Il a dîné chez Madame Vandemeyer hier soir. Madame qui? Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Et Katsu lui conta les événements des 2 dernières journées. L'étonnement et l'admiration de Julius étaient sans borne. Miss Katsu, vous êtes un as. Vous, en femme de chambre, c'est étonnant. Puis il ajouta sérieusement. Mais à dire vrai, je n'en suis pas plus content que ça. Ces bandits n'hésiteraient pas à supprimer une femme à n'importe quel moment. Vous croyez que j'ai peur? Demanda Katsu indigné, en réprimant courageusement le souvenir de certaines lueurs métalliques dans le regard de Madame Vandemeyer. J'ai déjà dit que vous étiez la plus brave des petites filles, mais cela ne change rien au fait. Ne vous inquiétez pas de moi, mais de Tommy. Je vais écrire à M. Carter. Bon, mais nous devons faire quelque chose de notre côté. Si on filait Boris, vous dites qu'il est venu chez Madame Vandemeyer, il peut revenir. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Si j'achetais une belle voiture, m'habillais en chauffeur et attendais devant la maison. Si Boris vient, vous me donnerez le signal et je le filerai. Qu'en dites-vous? C'est magnifique, mais s'il reste des semaines sans venir, il n'y a rien d'autre à faire. Je suis content que le plan vous plaise. Il se leva. Où allez-vous? Acheter l'auto, voyons. Quelle marque aimez-vous? Oh, murmura Katsu. J'adore les Rolls-Royce, mais... Parfait, approuva Julius. Va pour une Rolls. Mais vous ne pouvez pas l'acheter en 3 minutes, s'exclama Katsu. Les gens attendent assez longtemps quelquefois avant de les choisir. Pas moi. Ne vous en faites pas. Dans une demi-heure, je serai de retour avec la voiture. Katsu se leva. Vous êtes gentil tout plein, Julius. Mais je n'ai guère foi en ce projet. J'ai plutôt confiance en M. Carter. Vous avez tort. Pourquoi? Vous verrez bien. Mais il faut que je fasse quelque chose. Il n'y a personne d'autre à qui je puisse m'adresser. À propos, j'ai oublié de vous parler d'une rencontre intéressante que j'ai faite ce matin. Et elle conta la visite de Sir James Peel Edgerton et son allusion mystérieuse. Je crois, termina Katsu, qu'il tâchait avec la prudence de tous les hommes de loi de me mettre sur mes gardes. Mais pourquoi? Je n'en sais rien, avoua Katsu. Mais il avait l'air bienveillant et d'une intelligence rare. J'aimerais presque aller le voir et tout lui raconter pour lui demander son appui. À sa surprise, Julius s'y opposa énergiquement. Pas d'avocat dans cette affaire, dit-il. Ce bonhomme ne pourrait guère nous aider. Je crois que si, dit obstinément Katsu. Vous vous trompez. En attendant, au revoir. Je reviens dans une demi-heure. 35 minutes avaient passé quand Julius revint. Il prit Katsu par le bras et la conduisit à la fenêtre. Tenez, la voilà. Oh! Il y avait de l'admiration dans la voix de Katsu, en extase devant l'énorme voiture. Elle marche. Je ne vous dis que ça, fit Julius. Mais comment avez-vous fait pour la voir? On allait justement l'envoyer à un type. Eh bien, je suis allé chez lui et je lui ai dit que sa nouvelle voiture venait de lui coûter 20 000 $, mais qu'il en aurait 50 000 s'il me la cédait. Alors, dit Katsu grisé. Alors, rétorqua Julius, il me l'a cédé, c'est tout. Chapitre 12. Un ami dans le besoin. Le vendredi et le samedi passèrent sans incident. Katsu reçut une réponse brève de M. Carter, lui rappelant que les jeunes aventuriers avaient entrepris cette tâche à leur propre risque et péril.
et qu'il les avait prévenus du danger qu'ils encouraient. Si quelque chose était arrivé à Tommy, il en était profondément désolé, mais il n'y pouvait rien. Sans Tommy, l'aventure pour Katsu semblait perdre toute sa saveur. Pour la première fois, elle douta du succès. Tant qu'ils étaient deux, elle n'avait jamais mis en doute la victoire. Bien qu'accoutumée à prendre l'initiative et fière de sa présence d'esprit, elle s'appuyait sur Tommy plus qu'elle ne s'en rendait compte. Son bon sens, solide, sa lucidité, sa lenteur même, étaient pour elle un tel réconfort que sans lui, Katsu se sentait semblable à un navire sans capitaine. Fait curieux, Julius, sans aucun doute beaucoup plus intelligent que Tommy, ne lui donnait pas la même sensation de sécurité. Elle accusait Tommy d'être pessimiste, et il est certain qu'il voyait toujours les obstacles et les difficultés dont elle faisait fi. Néanmoins, elle avait eu secrètement confiance en son jugement. Il était peut-être lent, mais sûr. Pour la première fois, la jeune fille comprenait le caractère sinistre de la tâche entreprise d'un cœur léger. Elle avait commencé comme une page de roman. Finira-t-elle comme un drame? Tommy, voilà ce qui importait le plus. À maintes reprises, en ces 2 jours, Katsu avait essuyé ses larmes en se disant « Petite sotte, ne pleurniche pas. Naturellement, tu l'aimes bien. C'est un envie d'enfance, mais ce n'est pas la peine de devenir sentimental. » Cependant, Boris ne se montrait pas. Julius et la Rosse attendaient en vain. Katsu s'abandonna à des réflexions nouvelles, tout en admettant la justesse des objections de Julius. Elle n'avait pas entièrement renoncé à l'idée de demander conseil à Sir James Peel Edgerton. Avait-il voulu l'avertir? Si oui, elle avait droit à une explication. Il l'avait regardée avec tant de bienveillance. Peut-être pourrait-il lui donner des renseignements sur Madame Vandemeyer et l'aider à retrouver ainsi la trace de Tommy. Finalement, se secouant selon son habitude, à la manière d'un fox terrier, Katsu décida que la tentative en valait la peine. Le dimanche après-midi, elle était libre. Elle joindrait Julius, le persuaderait, et tous deux se rendraient dans l'antre du lion. Quand le jour arriva, il fut difficile à Katsu de persuader Julius. « Ça ne peut pas nous nuire, répéta-t-elle. En fin de compte, il fut forcé de céder, et ils se rendirent dans leur voiture à Carlton House Terrace. La porte fut ouverte par un valet de chambre irréprochable. Katsu était un peu nerveuse. Après tout, sa démarche était d'une hardiesse sans pareille. « Auriez-vous l'obligeance de demander à Sir James s'il peut me recevoir un instant? J'ai un message important pour lui. » Quelques instants plus tard, le valet revint. « Sir James va vous recevoir. Voulez-vous entrer ?» Il les fit entrer dans une immense bibliothèque. La collection de livres était magnifique, et Katsu remarqua que tout un panneau était entièrement consacré à la criminologie. Le feu flambait dans la grande cheminée ancienne, au coin de laquelle trônaient de confortables fauteuils de cuir. Dans l'embrasure de la fenêtre, devant un bureau couvert de paperasse, se tenait le maître de séance. Il se leva quand ils entrèrent. « Vous avez un message pour moi? »« Ah !» Et il reconnut Katsu avec un sourire. « Vous m'apportez un mot de Madame Vandemeyer, n'est-ce pas? »« Non, » dit Katsu. « Au fait, je n'ai dit cela que pour être reçu. Et d'abord, permettez-moi de vous présenter M. Hersheimer. »« Enchanté, » dit l'Américain en tendant la main. « Asseyez-vous tous les deux, » proposa Sir James en indiquant 2 sièges. « Sir James, » commença Katsu, se lançant encore perdu dans la bataille. « Je sais que c'est une impertinence et une hardiesse sans exemple de venir vous déranger ainsi, parce que, naturellement, vous n'avez rien de commun avec toute cette affaire. Et puis, vous êtes un personnage tellement considérable que Tommy et moi, à côté de vous, n'avons aucune importance. »« Tommy ?» demanda Sir James en regardant interrogativement l'Américain. « Non, celui-ci c'est Julius, » expliqua Katsu. « Pardonnez-moi, je suis un peu ému. Au fond, voici ce que je voudrais savoir. Qu'avez-vous voulu me dire l'autre jour? Vous teniez à me mettre en garde contre Madame Vandemeyer, n'est-ce pas? » ?»« Ma chère mademoiselle, autant que je m'en souvienne, je vous ai simplement dit qu'il y avait de bonnes places ailleurs. Mais c'était une allusion, n'est-ce pas? Peut-être. Eh bien, je veux en savoir davantage. Je veux savoir à quoi tend cette allusion. Sir James sourit.
Et si madame Vandermeyer me fait traduire en justice pour calomnie et diffamation? Je sais que les juristes sont toujours horriblement prudents. Mais si vous disiez d'abord sans préjudice, cela vous permettrait de me dire ensuite tout ce que vous voudriez. Eh bien alors, sans préjudice, dit Sir James en souriant, toujours. Si j'avais une jeune sœur obligée de gagner sa vie, je n'aimerais pas la voir au service de madame Vandermeyer. J'ai senti qu'il était de mon devoir de vous donner une indication. Ce n'est pas une place pour une jeune fille inexpérimentée. C'est tout ce que je puis vous dire. Je vois, dit Katsu pensive. Merci infiniment. Mais je ne suis pas inexpérimentée, vous savez. Je sais parfaitement que madame Vandermeyer n'est pas une personne de confiance. C'est même pourquoi je me suis placée chez elle. Elle s'interrompit, voyant que le juriste la regardait avec une certaine surprise, puis continua. Je crois que je devrais tout vous dire, Sir James. Je sens que si je ne vous dis pas toute la vérité, vous la devinerez immédiatement. Et je pense que vous pourrez m'aider à retrouver Tommy. N'est-ce pas, Julius? Et puisque vous êtes allé si loin, allez jusqu'au bout, répondit l'Américain, qui jusqu'ici avait gardé le silence. Oui, dites-moi tout, encouragea Sir James. Qu'est-ce que ce Tommy?